Bonjour tout le monde et bienvenue à la table ronde. Aujourd'hui, je reçois Brigitte Duguay. Bonjour Brigitte. Bonjour. Brigitte est coordonnatrice à Réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. Ça nous fait plaisir de te recevoir dans nos bureaux. Je le tutoie parce qu'on se connaît. Je sais, je dis ça à chaque fois que j'ai un invité que je connais. Mais on se connaît très très bien, ça fait plusieurs années. Donc, je me vois mal à vous voyez, même si ça va. Puis c'est parfait pour moi. Bon. Fait qu'on est content de te recevoir ici. Nous, on va parler aujourd'hui d'immigration, de francophone, de francophonie, de... Ouais, tu es la spécialiste, c'est toi qui va m'amener, qui va répondre. On y va directement. Tu travailles pour le réseau de soutien à l'immigration. Qu'est-ce que ça fait, ça, le réseau de soutien à l'immigration francophone? Oui, effectivement. Bien, merci Annie. Premièrement, merci de m'accueillir. J'apprécie beaucoup l'invitation. Le réseau de soutien à l'immigration francophone, finalement, ce que ça fait, c'est que nous, on est un réseau, hein, le nom le dit. Alors, on rassemble tous les joueurs qui ont un intérêt ou des actions de près ou de loin avec les immigrants francophones. C'est-à-dire que nous, au réseau, on ne travaille pas directement avec les migrants, mais on travaille par contre avec ceux et celles qui travaillent avec les migrants. Alors, on coordonne des rencontres, des comités, on favorise la concertation, puis la planification stratégique de toute la région ou du dossier avec ces partenaires-là. Alors, ce qu'on cherche présentement, ce qu'on fait, nous, en général, c'est d'aller chercher des nouveaux partenaires qui ont un intérêt ou pourraient favoriser un intérêt. Puis là, tu peux imaginer que c'est tout le monde qui voudrait avoir, par exemple, de la formation, de l'information sur l'immigration francophone afin de poursuivre des dossiers sur différentes thématiques. Est-ce qu'il y en a beaucoup de partenaires? En fait, c'est important de mentionner que nous, on couvre le territoire de Peterborough, à Ottawa, Cornwall, Hawkesbury. Alors, on a tout l'Est ontarien. Puis nous, on fait partie de ça, Rockland, oui, tout ça. Tout l'Est ontarien. Au milieu de ça. Et puis, à travers tout le processus, tout le territoire, je dirais qu'on doit être autour de 60-70 partenaires autour du réseau. Je ne vais pas te demander de me les nommer, alors. Non. Mais je peux nommer, par exemple, des secteurs. Le secteur de l'éducation, les municipalités, le secteur économique, développement communautaire, etc., etc. C'est des gens qui se greffent autour de... Donc, ça, c'est des partenaires, mais qui travaillent directement avec les immigrants francophones? Est-ce que ce sont les partenaires? Oui, exactement. Ce sont les partenaires. Comme par exemple, les travailleurs d'établissement. Les organisations de travailleurs d'établissement sont membres chez nous, de notre réseau. Eux travaillent directement. Les écoles travaillent directement avec les nouveaux arrivants. Les municipalités travaillent directement avec les nouveaux arrivants. Alors nous, ils sont chez nous, viennent se chercher de l'information, de la formation. On travaille beaucoup le renforcement des capacités. C'est un de nos premiers mandats. Renforcement des capacités des joueurs qui travaillent avec les migrants francophones. Donc, vous les formez un peu. Bien, on leur donne de l'information. Bien, peut-être pas autant, parce que ce sont tous des experts, mais spécifiquement en immigration francophone, parfois, on leur donne, par exemple, puis ça va venir de plus en plus, des ateliers de compétences culturelles qu'on appelle. Des employeurs, quand ils reçoivent un nouvel arrivant ou un groupe de culture, d'une culture différente, comment on adresse comme employeur cette question de nouveauté, nouvelle culture, nouvelle façon de penser, de voir. Puis c'est pas parce qu'on veut absolument que l'employeur dise, bien, il faut que je m'adapte absolument à cette personne qui est nouvellement arrivée, mais c'est comment je la coach, excusez l'expression, pour qu'il soit bien adapté au marché de travail canadien. Puis vous avez toutes les réponses. En fait, on essaie de trouver des réponses. On essaie surtout de répondre aux besoins des gens qui disent on peut-tu avoir ce genre d'atelier-là? On a quelques employeurs qui seraient intéressés, mais on se rend compte qu'eux embauchent des nouveaux arrivants, mais entre les employés, parfois, tu sais, il y a un manque peut-être de compréhension, de la divergence au niveau de la culture ou tout ça. Bien, on peut offrir ou référer. Souvent, c'est ce qu'on fait. On réfère à des gens qui vont leur offrir le service. Alors, dis-moi si tu peux répondre à ma question. Qui sont en majorité les nouveaux arrivants? Ils viennent d'où en majorité? Est-ce que tu es capable de mettre un doigt dessus sur un pays?
Bien, je vous dirais que la tendance dans les derniers mois, on m'a dit, et là, comme je vous dis, moi, je ne travaille pas directement. Beaucoup de gens viennent du Cameroun, du Maroc, beaucoup de l'Afrique. Oui, okay? Oui, certains pays d'Afrique. Puis la tendance est toujours que s'il y a des gens qui sont installés, mettons, à Rockland, qui viennent du Cameroun, font venir leur famille, leurs amis, leurs frères, leurs sœurs, souvent, il y a certaines cultures que c'est comme ça que ça marche. Moi, je suis ici, je suis bien, viens-t'en. Tu sais, ça attire... Et c'est souvent comme ça, on va avoir des vagues. Je vous dirais tout de suite, à Cornwall, par exemple, il y a une vague d'immigrants qui arrivent du Cameroun. À ce moment-là? Oui, à ce moment, une vague. Je ne veux pas dire que c'est... Mais tu sais, c'est plus du Cameroun que j'ai entendu dire. Encore une fois, je n'ai pas ces statistiques-là. Je ne tiens pas ce genre de statistiques-là. OK. Alors, on parle d'immigration francophone. Elle est importante pour notre région? Extrêmement importante parce que je pense qu'on s'entend sur une chose pour tout le territoire que l'on couvre au réseau de soutien à l'immigration, c'est le manque de main-d'œuvre. OK. Oui. Le manque de main-d'œuvre qualifiée ou même le manque de main-d'œuvre dans le secteur manufacturier, le manque dans le secteur industriel. À différents niveaux, il y a un manque de main-d'œuvre criant. Pour certaines régions, ça ralentit même la croissance économique puis la croissance de certaines entreprises parce qu'il manque d'employés. Tu sais, on entend des histoires où il y a certaines entreprises qui vont devoir fermer à des heures plus tôt parce qu'ils n'ont pas d'employés pour même maintenir les heures d'ouverture normales. Alors, on ne pense même pas à la croissance à ce moment-là. Alors, pour nous, l'immigration francophone est une solution très, très viable pour ce genre de pénurie de main-d'œuvre. C'est le message qu'on passe depuis quelques années. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui. Ah oui, ça fait longtemps. Mais je vous dirais que là, on a certaines entreprises, certains commerces qui sont en réelle crise. Et là, ils se retournent vers nous en disant, bien, peut-être que 3 ans passés, tu avais raison. C'était peut-être ça la solution où j'aurais dû me tourner tout de suite. Parce que maintenant, ils se retrouvent dans des situations où c'est extrêmement précaire pour la survie de l'entreprise. Le milieu agriculturel, de l'agriculture, c'est un milieu où, justement, la jeunesse, je ne sais pas pourquoi, ne sont pas tellement attirés par le domaine de l'agriculture. Et certains agriculteurs de la région sont vraiment en crise au niveau de la main-d'œuvre. Est-ce qu'ils vont devoir... fermer leurs portes ou... Bien, en tout cas, j'espère que non, mais certains d'entre eux se dirigent déjà vers certains pays. Non? Ah, ils se dirigent vers certains pays. Oui, des Mexicains, des Guatémaltais. Oui. Je parle dans le milieu de l'agriculture, ça se fait couramment. Puis en même temps, si tu me permets, Annie, j'aimerais passer un message qu'au réseau de l'immigration, j'ai déjà parlé justement des agriculteurs qui avaient ce genre de personnes, mais à cause de toutes les lois sur l'immigration, ces gens-là viennent avec des permis de travail, doivent retourner, tout ça. Moi, j'aimerais faire justement la promotion de dire, on a de nos partenaires qui pourraient les aider à s'installer au Canada de façon permanente. Il y a des processus. Puis leur famille. Puis leur famille. Après, on fait venir leur famille. Puis s'il y a des gens qui viennent travailler pour certaines périodes de l'année sur des fermes ou dans des champs ou peu importe, il y a peut-être des... Je dis pas que c'est le réseau, mais je pourrais référer à quelqu'un qui pourrait les aider à créer une certaine permanence pour ces gens-là. Ça pourrait être possible. C'est juste qu'il y a certains agriculteurs qui ne sont pas au courant de ça. Puis surtout, certains travailleurs PVT, qu'on appelle, là, les permis de travail. Oui, mais le gouvernement, il pourrait offrir ça, non? Bien, ils ne savent pas nécessairement, Annie, quand tu as une ferme, je ne sais pas, moi, à Saint-Albert ou à Tige, le gouvernement, il ne sait pas que lui, il fait venir tel, puis je ne suis pas certaine que c'est leur rôle. Je suis pas certaine que c'est leur rôle de dire tu es allé chercher 8 Mexicains pour ta ferme, ben, tu sais que tu pourrais les garder, tu sais, puis il y a des processus qui pourraient. Alors voilà. Parce que c'est eux quand même qui donnent les permis de travail, c'est le gouvernement? C'est les ambassades du Canada à l'extérieur. C'est eux qui donnent les permis de travail. Si on veut bien les recevoir ici. Oui. C'est ça. Ben, si on a un emploi, oui. C'est ça, exact. Donc, il me semble que le gouvernement... Mais je pense que le gouvernement s'en mêle. Je vais recevoir Francis Drouin, je vais lui poser des questions. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Tout à l'heure, tu parlais de manque de main-d'œuvre parce que, bon, la population est vieillissante. Hein, exactement. Les familles ont de moins en moins d'enfants. Exactement. C'est un impact direct sur la crise de main-d'œuvre. Est-ce que tu penses qu'on est en retard, justement, sur l'immigration? On aurait dû voir ça
petit peu plus loin? Oui, je pense que oui. Le réseau a fait un état des lieux dans Prescott, Russell et Ottawa en 2011. OK. Et si ça vous intéresse, Réseau de soutien à l'immigration francophone, état des lieux 2011, et est encore aujourd'hui, 9 ans plus tard, très, très pertinente. Mais le besoin était déjà criant en 2011. Mais les gens n'étaient peut-être pas prêts, puis c'est correct, on respecte ça, on est là toujours pour aider les gens, mais depuis 2011, il aurait fallu qu'on agisse sur faire venir des immigrants pour le secteur du travail, mais aussi pour la pérennité de la francophonie, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Hein? Quand on dit que la population est vieillissante, elle est vieillissante pour la survie de notre francophonie aussi. C'est ça, est-ce qu'on est en train de perdre notre langue, tranquillement? Oui. Effectivement, si on fait rien, c'est clair, c'est prouvé, c'est démontré dans les études. Puis je ne veux pas être alarmiste, là. Je te dis pas que c'est demain matin, mais c'est... certains chercheurs vous diraient que c'est assez... c'est dans assez 15-20 ans, c'est pas demain, mais presque. Oh là là! Oui. Puis, il y a des écoles, tu m'as dit tout à l'heure, avant qu'on passe au studio, qu'il y a des écoles dans certaines régions francophones qui vont fermer. Bien, qui sont menacées de fermeture. Qui sont menacées? Oui, parce qu'il manque de francophones dans les écoles. On manque de francophonie. Bien, en fait, nous... puis il faut faire attention quand on parle de pérennité de la francophonie avec l'immigration francophone. J'aime pas beaucoup faire ça. Parce que je trouve que c'est instrumentalisé, l'immigration francophone. Tu comprends ce que je dis? À un moment donné, il faut pas les prendre juste parce que faut faire vivre nos écoles. Il faut que ça devienne une relation gagnante-gagnante. Et je trouve que l'immigrant qui s'installe chez nous mérite de lui recevoir ce qu'il mérite, puis de nous donner une pérennité francophone. Mais tu comprends, j'aime pas dire ça, qu'on va les chercher juste pour faire vivre nos francophones. Non, c'est pas de... Non, il faut mais pas. C'est sûr que ça contribue aussi. Puis tu remarqueras que quand moi je parle de pénurie de main-d'œuvre, je parle d'immigrants francophones, / bilingues. Je comprends, je me fais dire 9 fois sur 10, ouais, ben tu sais qu'il faut qu'ils parlent anglais, hein, s'ils veulent vivre. Oui, je le sais. Puis souvent, ces immigrants francophones-là sont éduqués, puis ils peuvent déjà manipuler l'anglais assez bien, merci. Alors, oui, mais on veut les intégrer dans la communauté francophone. Ils viennent s'installer chez vous, même si vous êtes une entreprise anglophone, ils vont se débrouiller avec leur anglais. On veut qu'ils s'aillent dans nos écoles francophones, nos centres culturels francophones, nos centres de loisirs francophones. On veut les intégrer à notre communauté. Est-ce qu'il y a une... Ça me vient comme ça dans la tête. Est-ce que tu as remarqué une augmentation d'immigrants francophones / bilingues dernièrement? Je ne sais pas si c'est parce qu'on est plus présent qu'on en voit, puis c'était parce qu'ils étaient ici, puis on les voyait pas. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Mais en même temps, je te dirais que c'est pas suffisant encore. Ben non, c'est pas suffisant. Puis c'est important. Ouais, non. Non? Non. Pas assez. Pas assez. T'as pas de statistiques, toi, au bureau? Non. Que tu... Non, il faudrait que j'aille voir mes partenaires. Si eux... c'est sûr qu'à Ottawa, j'ai des partenaires qui disent qu'il y a une augmentation. En fait, une augmentation du nombre d'immigrants. Mais Ottawa, ça ne touche pas vraiment notre région à nous. Ça ne touche pas. Je parlais de notre région, oui. Écoute, on revient, on prend quelques secondes de pause. Revenez-nous. Après la pause, c'est un sujet très intéressant et important pour notre communauté. À tout à l'heure. Alors, on est de retour avec Brigitte Duguay. On parle d'immigration francophone. Avant de partir à la pause, on parlait, Brigitte nous parlait de l'immigration francophone à Ottawa. Mais moi, je vais lui dire, Ottawa, ça ne nous touche pas. Est-ce que ça a à voir quelque chose avec nous? Bien, l'immigration? En fait, oui, c'est intéressant que tu poses la question, Annie. Effectivement, à quelque part, parce qu'ils arrivent tous à Ottawa, nos immigrants, dans notre coin, l'aéroport international, on comprend le principe. Et souvent, ils sont portés à avoir des services par nos partenaires qui sont là, puis de rester là. Hein? Ils ont goûté, on leur a trouvé un petit logement. Nous, on travaille de plus en plus avec les partenaires d'Ottawa en disant, bien, vous ne pouvez pas toutes les loger
engager, vous ne pouvez pas toutes les mettre sur le marché du travail selon leurs compétences et potentiels. Nous, dans l'Est, on a peut-être quelque chose pour eux. Et de plus en plus, on fait un lien avec eux pour régionaliser l'immigration. Le réseau, on est en contact avec toutes ces belles régions-là. Ton bureau est à Ottawa. Voilà, voilà. Alors, quand on est dans ces rencontres-là, puis eux, ils travaillent vraiment pour le bien de l'immigrant. Si ça fait 6 mois qu'il est à Ottawa, puis il n'a pas trouvé un logement permanent, il n'a pas trouvé un emploi permanent, puis on lui dit à Rockland, il y a un appartement, il y a un job, il y a tout ça, ils vont encourager l'immigrant à venir ici. Puis l'immigrant va venir ici. Ils ne vont pas le garder, ils vont dire non, tu le gardes. Voilà. C'est quand on travaille avec des organisations qui ont l'immigrant au cœur de leur initiative, là, ben, on peut travailler ensemble dans ce sens-là. Et nous, au réseau, on travaille beaucoup la régionalisation. On travaille en étroite collaboration, par exemple, avec le Centre de services à l'emploi de Prescott Russell, qui a des bureaux un peu partout et qui réfère justement, qui travaille avec certains employeurs pour trouver l'emploi. Travaille ensemble. On travaille avec le collège La Cité, qui, eux aussi, ont tout un service au niveau de l'employabilité qui réfère à des entreprises et tout ça. Fait qu'on travaille en lien, mais de plus en plus, on les met en contact avec nos joueurs d'Ottawa. On organise même des tournées en autobus, pas nous, le réseau, mais tous nos partenaires, ils se mettent ensemble. On va chercher 40-45 immigrants. On embarque dans un gros autobus. On va à la fromagerie Saint-Albert. Ben, je donne des exemples. Les biscuits Leclerc. On les fait visiter. Pas tout seuls quand ils arrivent. On leur fait découvrir. Bien, on commence. Oui. On leur fait visiter notre région pour que... ça humain, c'est bien. Oui, c'est ça. Donc, eux, ils vont nous apporter les enjeux et les opportunités. Bien, c'est ça depuis tantôt. Ouais. Le grand enjeu dans notre région, c'est que souvent, ils s'installent Toronto, Ottawa, fait qu'on trouve une façon d'aller les chercher. Ouais, okay. Ou même Montréal, hein. Puis je vous dirais que... oui, Montréal. On va se le dire, la situation politique au Québec est un peu négligente pour eux. Et on voit l'impact. Ça, c'est vrai, oui. Ils nous appellent. Ils nous demandent. On aimerait ça s'en aller en Ontario. Quitte le Québec pour vouloir venir en Ontario parce que la situation politique n'est plus favorable pour eux. Elle n'est pas vraiment... Pas accueillante. Oui. Il y a un autre sujet dont je voulais parler, c'est qu'on parle d'un manque de logement, mais le logement est très crucial. Hein? De quelle façon le manque de logement abordable met un frein dans le processus de l'intégration d'un nouvel arrivant dans la communauté? Très bonne question, Annie. C'est rendu un enjeu prioritaire au réseau. On est rendu qu'on parle de ça partout parce que... Puis quand on parle de logement abordable, moi, je veux qu'on mentionne logement locatif abordable. Logement locatif abordable. Oui, parce que quand tu arrives d'un autre pays, par exemple, tu peux pas, à moins que tu cash 180, 250, 300 000 pour t'acheter une maison. Habituellement, c'est pas ça. Habituellement, c'est pas ça. C'est sûr que les gens arrivent ici avec un montant d'argent. En tout cas, on pourrait faire une émission juste sur les mythes. Hein, de l'immigration francophone, j'aimerais peut-être ça à un moment donné, parce qu'il y a beaucoup de mythes. Les gens pensent qu'on les fait vivre, qu'ils arrivent ici pas d'argent, puis c'est vraiment pas le cas. Mais en tout cas, c'est toute une autre histoire. Mais ils n'ont pas nécessairement l'historique de crédit qu'on a besoin au Canada pour avoir un prêt hypothécaire, par exemple. Alors, ils doivent vivre dans un logement locatif abordable pendant un certain temps, se monter une charge de crédit, une historique de crédit. Un loyer modique, oui. Oui, c'est ça. Modique, mais pas subventionné, là. Non, modique. Parfait, oui. Continue. Oui, raisonnable, abordable, il y a toutes sortes de mots, là. C'est pas qu'on veut c'est pas qu'on veut des logements qui sont financés par le gouvernement, mais des logements avec des coûts qui sont abordables pour des gens, par exemple, qui arrivent et qui travaillent dans le secteur manufacturier, qui travaillent au Tim Hortons, qui travaillent... Ces gens-là sont prêts à faire n'importe quoi. Parce que, je veux dire, dans tous ces domaines-là dont je mentionne, il y a des pénuries de main-d'œuvre incroyables. Pour certaines régions, ça a l'air banal. Mais si je prends, par exemple, Cornwall, dans le secteur manufacturier, où les salaires sont autour de 20 $ de l'heure, ça va. Si on est deux qui travaillent à 20 $ de l'heure, ça peut aller, mais pas avec un loyer de 2 000 $ par mois. Alors voilà, on trouve... Puis avec des enfants en plus. Exactement. Alors on est loin de... Et c'est la situation partout. Puis les experts dans le domaine vous diraient que on ne peut pas à quelque part blâmer les investisseurs. Parce que l'investisseur, lui, s'il fait un logement à Rockland, ça va lui coûter le même prix pour faire le logement à Rockland
Mais il peut, à Rockland, peut-être charger 2000 pièces par mois. Il serait fou de charger 800. Ben oui. Pour quelle raison? Le logement, lui, la construction, on comprend tout ça. Ce qu'on se dit, c'est que le ministère des municipalités, d'autres ministères devraient avoir des incitatifs pour ces investisseurs-là, pour dire, bon, si je construis un logement abordable, voici mes avantages. C'est des businesswomen, c'est des businesswomen, on ne peut pas les blâmer, mais est-ce que les gouvernements pourraient avoir certaines formes d'incitatifs? Je sais qu'au Québec, par exemple, il y a des municipalités qui peuvent diminuer les taxes foncières pour certains investissements. Ici, en Ontario, c'est complètement illégal. Okay. Ils n'ont pas le droit, les municipalités, de faire ça. Mais y a-t-il d'autres formes d'incitatifs qui encourageraient un investisseur à dire, bien, moi, j'ai investi dans ma communauté, mais quand même, là, je ne suis pas... tu sais, beau faire du don puis du don, là. Ouais. Alors, c'est ça qu'on est en train de voir. Puis on a, à l'automne, un gros forum du réseau qui va justement amener ces investisseurs-là, la SCHL, les ministères, les gouvernements, les députés, tout ce beau monde-là. On va les asseoir autour du dossier du logement abordable. Ah, parce que pour nous, ça a un frein direct avec l'immigration. Parce que c'est pas le cas actuellement. Là. Il n'y en a pas de logement abordable. En nulle part. C'est même pour nous. Oui, mais c'est ça. Mais c'est qu'aussitôt que tu es dans la classe moyenne, il n'y a pas de logement qui fait que tu peux aller... Parce que je pense... Là, j'ai pas les chiffres, mais je pense que habituellement, ton logement, ta façon de te loger ne devrait pas être plus que 35 de ton revenu. Oui. Tu sais, puis je sais pas si c'est ça le chiffre, mais il y a un chiffre, là, avec... Okay. Puis souvent, on dépasse ça parce qu'il n'y a pas d'autre chose où tu peux habiter, là. Fait que, ouais... C'est un cheval de bataille qui ne nous concerne pas directement, mais on va essayer de rassembler des joueurs pour aider, surtout nos municipalités, parce qu'on parle à des maires autour de nous, puis disent « Oh my God, si vous pouviez faire quelque chose où on pourrait tous ensemble réfléchir à qu'est-ce qu'on fait. » Parce que s'il y a un point commun, que ce soit pour l'immigration ou non, un point commun de toutes les municipalités de notre territoire, c'est le manque de logements abordables. Alors, ils vont tous s'asseoir ensemble pour ce dossier-là. Puis à Rockland, il n'y a pas juste un manque de logement abordable. Oui, il y en a un, mais il y a un manque de logement carrément. Bon, vous avez des belles constructions que je vois, là. Oui, mais les immigrants, comment c'est ça? Comment ils vont venir? C'est ça, là, c'est cher, ça. Ben, c'est ça. Au golf, là, tu parles. Oui. Oui, c'est ça. Mais c'est un manque de logement quand même. Ça, c'est à vendre. Ah oui? C'est pas tous les immigrants francophones qui vont acheter, hein? Ben non, ils peuvent pas. Ils n'ont pas d'historique de logement, de crédit quand ils arrivent ici. C'est pour ça que la pénurie de logements concerne tout le monde, toutes les classes. Mais nous, on met l'emphase. Ouais. Ça affecte particulièrement l'intégration des immigrants à cause de ça. Donc ton plan d'action, la stratégie, c'est ça. Tu viens d'en parler, je pense, un petit peu. Entre autres. C'est un des dossiers. La régionalisation de l'immigration, c'est ça. C'en est un. Je t'en ai parlé tantôt. Partir des grandes villes, amener nos gens ici pour le travail, puis les installer. Un autre point aussi, c'est la promotion de la francophonie ontarienne à l'étranger. Est-ce qu'on se rend dans des pays pour les recruter? Est-ce qu'on se rend dans les pays? Oui, on se rend dans des pays, pas nous, pas le réseau, mais certains de nos partenaires, on se rend dans des pays pour les recruter. Mais ils ont tendance à croire qu'en Ontario, on est tous des anglophones. Hein? Puis si on veut immigrer en français au Canada, on va aller au Québec. That's it and that's all. Puis on a un gros travail parce qu'on a une belle francophonie ontarienne, on a un beau travail à faire pour leur faire comprendre que la francophonie existe aussi en Ontario. On n'est pas obligé d'aller au Québec. Tu sais, puis c'est correct, si tu veux aller au Québec, j'ai pas de problème, mais si tu voudrais l'Ontario et tu penses que tu peux pas y vivre en français, il est temps. Puis là, on essaie de travailler là-dessus. Il y a eu un petit projet pilote qui s'appelait Destination Ontario français à un moment donné, mais bouf. C'était plus au niveau de l'emploi. Moi, je voudrais plus que ça. Moi, je voudrais une mission de séduction. Tu sais, tu arrives là, puis tu amènes le drapeau, puis des artistes, puis... en tout cas, ouais, tu sais, tu vas vendre l'Ontario français. Comme le Québec a fait jadis, il y a longtemps en France. C'est ça. Bien, si ça vous intéresse, vous allez sur le site de Destination Acadie. Les Acadiens font ça depuis quelques années, puis ça fonctionne. Tu sais, ils vont faire du 7 carré avec là-bas, puis de la musique acadienne, puis on a des vidéos. Vous prenez le temps d'aller voir, là. Ça s'appelle Destination Acadie. Vous allez voir des vidéos où tu as des gens de religion musulmane qui se tapent des pieds parce qu'ils sont sur le rythme de la musique acadienne. c'est le fun. Oui. Puis tout ce que l'Acadie peut
peut leur offrir, puis ça fonctionne, les gens viennent. Mais tu sais, les gens qui s'installent ici, qui partent, que ce soit dans des camps de réfugiés ou des pays, des fois, où c'est pas toujours facile, puis ils quittent leur pays pour des raisons qui ne nous regardent pas nécessairement, mais qui sont souvent pénibles, dures. Ouais. Ils ont juste besoin de la chaleur humaine. Moi, je dis toujours autour de mes projets, là, le mot qui est prioritaire pour moi, c'est la bienveillance. Je me dis, c'est tout ce qu'ils ont besoin. On peut-tu juste être gentil, puis on peut-tu juste être bon, puis les accueillir. Ils demandent tellement rien. Tu sais, ils veulent juste une bonne job, un bon logis, une bonne école pour leurs enfants. Ça, les enfants, c'est hyper important. Est-ce que tu vois encore des gens qui disent, des Canadiens qui disent, ouais, mais ils viennent voler nos jobs ici? Ah, c'est pour ça que je te dis, j'aimerais ça d'avoir une émission juste sur les mythes. Tu sais, j'en ai des réponses à ces questions-là. Eh bien, on va en faire une, je pense. Oui. Si ils viennent voler nos jobs. Une demi-heure? Je pourrais en avoir pour une demi-heure. Le gouvernement les paye plus que nos personnes âgées. Ils viennent s'installer ici. C'est tous des radicalistes. Ils vont venir. Mais les gens sont pas au fait de la problématique. Oui, puis les médias sociaux nous aident pas. Moi, je fatigue au bout. Là. Je vois des choses circuler qui est tellement mensonger sur les médias sociaux, ça m'horripile. Quand je les attrape, je reposte avec la bonne information, mais tu sais, quand moi, je les attrape. Non, il y a beaucoup trop de... Ça a des tentacules. C'est énorme. Ça va partout. Donc, tu viens de me parler d'un projet pilote, là. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, bien, il y a le projet de la communauté francophone accueillante à Hawkesbury. Oui. Hawkesbury a été nommée communauté francophone accueillante il y a de cela quelques mois, officiellement nommé. Le projet commence le 1er avril. Hein? Oui. Le projet commence pour 3 ans. Il y a un montant d'argent substantiel qui a été autorisé afin que la communauté développe des petits projets, des petites initiatives et tout ça pour rendre Hawkesbury plus accueillant. Pourquoi c'est Hawkesbury qui l'a eu? C'est tout un processus. Pourquoi pas Rockland? Pourquoi pas Amber? Les gens ont soumis leur candidature. Il faut dire ça. Alors, ceux qui ont soumis la candidature ont passé à travers un processus très transparent. On a embauché une firme externe qui a visité les communautés, qui a fait une analyse des 2 communautés. Finalement, il y avait juste 2 communautés qui ont soumis une candidature. Et de ces 2 communautés-là, il y a eu des rencontres, des évaluations, des analyses. Et puis, on peut dire, c'est pas caché, l'autre communauté, c'était Cornwall. Et ça a été très, très serré. Les consultants ont vraiment détecté quelques petites différences qui ont fait que c'est Hawkesbury qui a eu le projet. OK. Wow. Oui. Donc, il va se passer quoi, là? En fait, les fonds vont rentrer d'ici avril-mai. Les gens, les organismes, toutes sortes d'entités, ça peut être la municipalité, les écoles, les entreprises privées, le secteur communautaire, tout, même un individu qui a une bonne idée, parce qu'il va avoir un plan d'action. Il y a un plan d'action qui a été fait par la communauté, qui a été présenté au ministère, qui a été accepté en grande partie. Là, on est en train de finaliser justement ça présentement. Quand il va être approuvé officiellement, il va être publié, il va être public, il va être rendu public. Et puis, les gens vont pouvoir dire « Ah, ben moi, j'aimerais ça faire cette petite chose-là, j'aimerais ça contribuer. Je vais présenter un projet qui va venir aider à atteindre cet objectif-là du plan. » Ça peut être n'importe quoi. Tu sais, on pense à un festival multiculturel. Il n'y a rien qui n'est pas dans le plan. On a pensé à un jardin communautaire, tu sais, pour que les immigrants, même de cultiver des choses différentes dans la communauté, dans un jardin communautaire. Tu sais, t'amènes ta culture, t'amènes différentes choses. Ouais. Ben, écoute, on est déjà rendu à la fin de l'émission, puis je pense qu'on en aurait encore beaucoup à dire. Il y en a beaucoup à dire là-dessus. Est-ce que ça te tente de revenir? Je pourrais peut-être. À chaque fois que j'invite quelqu'un, il y a toujours quelque chose à dire. On pourrait aller à... Francis, on pourrait aller à 1 heure d'émission. Mon technicien. Écoute, je te remercie d'avoir été là. J'espère que les gens à la maison, vous en avez appris plus sur l'immigration francophone et l'importance de l'immigration francophone. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine table ronde. Bye bye.